Et c'est vrai que quand vous rendez compte, quand on prend en compte la réalité de l'implantation syndicale en France, dans le secteur privé, sans doute moins de 5% de syndiqués. Quand on prend en compte le fait que la France reste en Europe le champion de la discrimination antisyndicale. Donc ça, c'est quand même un bon indicateur de la propension des entrepreneurs à de bonne foi se lancer dans le système de négociation. Bref, tous ces paramètres font qu'effectivement, on peut avoir quand même des sérieux doutes sur la capacité des acteurs, en particulier au niveau les plus décentralisés, sur le terrain de l'entreprise, à se saisir des opportunités qui leur sont offertes par les pouvoirs publics. Allez, viens, ouais, à bas le patronat. Aujourd'hui, les négociations sont compliquées parce que on parle de marché, et on parle de marchés mondiaux, on parle de coûts, on parle de rentabilité, on parle d'écarts sociaux, on parle d'écarts salariaux, de différences salariales, etc. On parle de, je suis sur le dumping en ce moment, de problèmes de différences de protection sociale. Tout ça, ce qui fait le prix du produit à la fin. Il faut être un super technicien, un génie syndical pour comprendre tout ça sans qu'on vous l'apprenne. Or, et en plus, il faut vous apprendre les roueries de la négociation, savoir comment apprécier les choses, comment, etc. Et vous comprenez qu'on est dans une situation où on n'est pas du tout... on n'a pas du tout les moyens de ce qu'il faudrait aujourd'hui pour ouvrir des négociations tous azimuts sur les sujets, quoi. Le patron n'est pas plus intelligent que le syndicaliste. Bon. Souvent, il sait plus de choses, c'est-à-dire qu'il a plus étudié. Mais la négociation, c'est le domaine du concret et du terrain. Donc on se retrouve finalement avec des syndicalistes qui savent aussi plus de choses que la partie patronale, car le plus souvent, ceux qui sont vraiment dans les usines, enfin moi je suis un homme d'usine, mais ceux qui sont vraiment dans les usines, c'est d'abord les syndicalistes, ou qui y ont été. Et bien sûr, nous avons, dans ce genre de négociation, nous avons une supériorité qui est donnée par le système, c'est-à-dire que c'est nous qui tenons la plume. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui, en général, avons les juristes, et quand vous tenez la plume, à l'évidence, quel que soit le document que vous rédigez, vous avez toujours une petite supériorité, un petit avantage sur l'autre. Il faut réformer toutes les règles, il faut mettre en place des règles de conduite de la négociation qui soient sophistiquées. Moi, je me souviens d'une négociation en 84 ou 5 ou 6, j'ai plus en tête, au moment où on a créé un grand pôle dans une activité donnée. Je ne dirai pas lequel, parce que sinon vous allez trouver tout de suite de qui il s'agit. Il y a eu fusion de deux sociétés, et on m'a demandé de mettre en forme la négociation qui est prévue par le dernier alinéa de l'132.8, c'est-à-dire la disparition de l'accord de l'entreprise absorbée dans le cadre de la négociation d'adaptation de l'entreprise absorbante. Et moi j'ai dit aux dirigeants de la société, j'ai dit c'est l'occasion rêvée pour tout mettre à plat, pour rebâtir un tissu conventionnel qui soit en phase avec votre projet industriel. Bon, mais pour ça, commençons par rassembler les syndicats, on signe un accord de méthode qui définit toutes les règles de conduite de la négociation, la nature des informations à remettre aux syndicats pour qu'ils négocient en toute connaissance de cause, des actions de formation pour les mettre à niveau, des moyens financiers pour qu'ils puissent avoir appel aux experts, etc., etc. C'est ça qui constitue l'équilibre. C'est derrière ça qu'apparaît la négociation de bonne foi. Or ça, à part moi, vous ne trouvez personne qui le prône en France. Oui, ça c'est un truc qu'on peut peut-être préciser, parce qu'il est assez amusant. On s'était livré avec Olivier à un exercice où on demande aux acteurs en France qu'est-ce que c'est qu'une bonne négociation. Donc ils ont tous des anecdotes où ils nous racontent les choses qui se passent dans les couloirs, on retourne à la table, on se fâche, ou alors des choses très intenses, hein, ce qu'on appelle le négociaton. C'est-à-dire qu'on y passe la nuit...
On sent que l'atmosphère est chargée, électrique, etc. La bonne négociation. Et derrière, il y a des comportements qui sont des comportements où on sent toute l'astuce, quoi, des négociateurs. Et on compare ça à tout ce qui est sanctionné, par exemple, par le juge canadien en matière de négociation de bonne foi. Et donc tout ce qui fait une bonne négociation pour les acteurs en France, c'est plutôt des trucs qui vont être sanctionnés par le juge canadien. Ça, c'est une mention intéressante, c'est-à-dire que on voit bien toute la distance qui nous sépare d'autres traditions dans lesquelles on ne marche pas sur les règles de la négociation. Les règles de la négociation, les procédures de la négociation, la façon dont pas à pas on obtient un résultat qui est un petit résultat, mais qui fait que le résultat à n+1, tout ce qui le précède est un fait accompli. Hein, c'est ça une procédure, l'entrée dans une procédure. Et à mesure qu'elle avance, elle rend plus coûteuse pour les acteurs le fait d'en sortir. C'est ça qui fait aussi son intérêt. Toutes ces choses-là, on ne connaît pas tellement ça en France. Par exemple, en droit canadien de la négociation, on n'a pas le droit de faire une offre en disant c'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est sanctionné. On n'a pas le droit de passer par-dessus la tête du négociateur pour aller voir les salariés et leur dire si votre type il n'accepte pas, on vous imposera derrière une solution qui sera encore pire. Donc on n'a pas le droit de passer par-dessus la tête des négociateurs. Chez nous, sans arrêt, c'est comme ça. Dans le droit canadien, les dispositions concernant la production, le partage de l'information des documents sont extrêmement précises. Ce qui est sanctionné, c'est par exemple aussi bien le fait de donner une avalanche de documents dans lequel la partie adverse va se noyer de toute façon, que de donner un feuillet pour rendre compte, par exemple, de la situation économique de l'entreprise. Il faut que l'information soit pertinente et calibrée. Chez nous, en permanence, la partie, en particulier la partie patronale, va jouer sur le volume de l'information, sur sa qualité, etc., pour faire en sorte que la partie adverse ne soit pas en mesure de savoir où est-ce qu'elle en est par rapport aux concessions qui sont en train d'être faites de l'autre côté.